À vous. D'accord, merci. Merci Anthony. Euh, moi, je suis Jean-François, activateur de stratégie digitale. Je vais passer la parole à Mélanie, puis je reprendrai derrière. Est-ce que vous m'entendez? Mélanie, Oui, c'est bon. Alors moi, je suis désolée, ça coupe un peu. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou pas. on dirait pas que ça vient de chez toi, mais J'ai des petits temps de pause. Ok. vas-y, Donc, tu peux te alors, présenter. bonjour à tous. Donc oui, moi, c'est Mélanie Bediou. Donc, je suis installée depuis peu, depuis le 6 avril, en tant que rédactrice web SEO, donc spécialisée pour le référencement sur Internet. Et effectivement, j'ai suivi le projet Active Créa de la BGE l'année dernière. Voilà, donc je suis très contente. C'est un peu ma grande première aujourd'hui. Donc, je suis contente de pouvoir partager un peu les conseils sur la communication et puis un peu plus poussé sur ce qui se rapporte à mon métier, sur vraiment la création de contenu. Voilà. D'accord, merci Mélanie. Donc, je reprends un petit peu ma présentation. Donc, Jean-François, effectivement, Anthony me présente comme un partenaire BGE de longue date. Moi, je me suis lancé en freelance communication en 2014 et j'accompagne les porteurs de projets à avoir une présence numérique efficiente de manière à pouvoir avoir de nouveaux clients, conquérir de nouveaux marchés ou stabiliser une situation. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de… Alors déjà, est-ce que tout le monde était là la semaine dernière? Non? Pas tout le Non. monde, pas tout le monde. Oui. D'accord, pas tout le monde. Donc, bien, on a bien fait, Anthony, on va faire un petit rappel. Ce que je vous propose, c'est d'aller en deux temps. On va repasser les planches de la semaine dernière. Alors, je vous rassure, on ne va pas repasser 1 heure et demie, mais on va passer rapidement dessus, puisqu'avec Mélanie, on a juste préparé 5 ou 6 planches complémentaires sur lesquelles on va se focaliser. Et ce que l'on souhaite, c'est surtout que cet atelier soit un temps d'échange. C'est-à-dire qu'on va répondre à des questions que vous avez. C'est pour ça qu'Anthony a dû vous passer tout à l'heure un petit message, quelles sont vos attentes. Et on va aller un petit peu plus dans les détails sur la partie rédaction web, ce qu'il faut faire, quelles sont les meilleures pratiques, sans rentrer dans les détails techniques, parce que le but n'est pas de vous noyer derrière des mots particuliers ou des notions qui seraient difficilement compréhensibles. Moi, je vais focaliser sur 2 outils. Un outil qui permet de préparer le travail de publication, quel que soit le vecteur, le site internet ou les réseaux sociaux. Et puis ensuite, je ferai une petite extension sur un outil particulier qui est la vidéo. Donc aujourd'hui, alors je vois qu'on a Yolène Éclat Communication qui est avec nous. Yolène, Oui, bonjour. voilà. Bonjour. Vous êtes déjà en activité dans le métier? Oui, depuis le 1er mai. D'accord, très bien. Donc, n'hésitez pas à intervenir parce que vous avez une partie communication. Euh, on vous invite aussi s'il y a des points que vous voyez qu'on n'aborde pas, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que ce soit un échange. Donc, et personne ne connaît tout. Donc, c'est pour ça, et vous verrez dans la présentation tout à l'heure que Mélanie, même moi qui suis dans l'activité depuis plusieurs années, Mélanie m'a beaucoup apporté sur certains points. Donc, on a toujours besoin d'échanges. Donc, Yolène, si vous acceptez, n'hésitez pas à intervenir aussi avec nous ou dire. Et Anthony, n'hésite pas aussi, bien sûr, à nous interrompre, hein, comme on disait tout à l'heure, en disant tiens, il faudrait aller là-dessus. Et avant que l'on commence sur les planches, tout le monde a accès au chat, donc vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Anthony enregistre, mais en même temps, on va essayer de regarder le chat et de répondre à des questions. Parce que si on est parti sur une planche, ça vous peut mettre peut-être une question. Donc, on va essayer d'y répondre. En tout état de cause, à la fin, on enregistrera le chat et on pourra apporter par mail une réponse précise si elle mérite d'être développée, Mélanie et moi, ou l'un ou l'autre. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre. Donc, je vais partager mon écran et on va partir sur la présentation.
Un diaporama. Est-ce que pour tout le monde, la projection d'écran est bonne? C'est impeccable. Oui. D'accord. Oui. OK. Donc, vous voyez, c'est le même support que la semaine dernière. Donc, je vais changer de titre, les deuxièmes pieds dans la communication. Un rappel du premier volet, les réseaux sociaux, pourquoi, comment, le site Internet, quelques notions. On va repasser les planches et puis on va s'arrêter un peu plus en détail sur les nouvelles planches. Donc, la semaine dernière, Anthony a commencé à poser la question, c'est quoi pour vous la communication? Anthony, je ne sais pas si on a toujours le résultat de la semaine dernière. Je vais pouvoir le rechercher. Je reviens très vite. Oui, on va voilà. Donc, Anthony a rappelé rapidement que la communication, c'était essentiellement 3 piliers, émetteur, message, destinataire, et qu'on va aller un petit peu plus loin. Mélanie développera tout à l'heure. La communication, le message est différent en fonction qu'on s'adresse en B2C ou en B2B. Et on pourra vous montrer quelques exemples. Donc, il a parlé du nombre de Dunbar. Comment communiquer? Donc, très important dans ce qui a été apporté, à mon sens, c'est le 80-20. Donc, on retient 20% de ce qu'on lit, 80% de ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on terminera par le côté image et vidéo. Donc, l'essentiel, le public cible. Je vais passer là-dessus. Les réseaux sociaux. Alors, vous, quels réseaux sociaux utilisez-vous? Facebook. Hop là, Instagram, LinkedIn. Facebook, Instagram. Je suis en pleine conférence, on se rappelle après. D'accord. LinkedIn. Facebook, LinkedIn. OK, donc on a prévu de parler de ces 3 réseaux là cet après-midi. Facebook et Instagram. Facebook, Instagram. YouTube aussi. Donc, chaque algorithme, chaque réseau social a un algorithme particulier avec des mots-clés, avec de l'adressage direct. En général, on ne met pas trop de texte et il y a des outils qui permettent de travailler sur ces réseaux sociaux. On reviendra dessus tout à l'heure. Les avantages et les inconvénients. Donc, travailler sur les réseaux sociaux augmente la visibilité. On peut y faire de la publicité à moindre coût, quoique sur certains réseaux sociaux, il est très facile d'investir dans la publicité et avoir un mauvais retour sur investissement. Donc, on pourra répondre à certaines questions aussi dessus. Surtout, ce qui, à mon sens, ce qui est important dans les points négatifs, c'est que ça demande énormément de temps. Voilà. Donc, je vais passer très vite sur les planches suivantes. Les objectifs, bon là c'est sur Facebook, mais c'est pareil aussi sur LinkedIn, c'est construire une communauté et surtout la fidéliser et mettre en avant leurs produits, services, vie de l'entreprise, se mettre en avant soi-même. Donc tout est, voilà, mais la publication sur les réseaux sociaux doit toujours avoir un objectif, et Mélanie reviendra sur le call to action. Chaque publication, que ce soit un article sur un site internet ou une publication sur un réseau social, doit avoir un objectif. Et est-ce que pour que ça soit un petit peu plus pédagogique, entre guillemets, Jean-François, quand vous utilisez des termes anglais, est-ce que vous pouvez faire la traduction aussi à côté? Bien évidemment. Merci. J'ai utilisé les termes anglais, lesquels je ne me suis même pas rendu compte. C'est le défaut du… Déjà, le call to action que tu viens de… Ah, alors, le call to action, OK. Mélanie, s'il te plaît, vas-y. Alors, le call to action, oui, c'est le fait d'inciter à l'action, c'est-à-dire qu'à chaque fin de contenu, on dit toujours qu'il faut amener une phrase call to action, donc pour inciter à l'action. Donc, ça va être pour pouvoir partager avec vous. Par exemple, sur LinkedIn, si vous regardez la plupart des contenus, sur la fin, ils vous demandent de communiquer après en commentaire, de faire des commentaires. Voilà, c'est vraiment inviter le lecteur à avoir une action, à interagir avec vous.
Je suis désolé, je prends la parole, c'est Jean qui cause. Je suis désolé, c'est moi qui ai fait cette remarque-là sur les anglicismes. Parce que pourquoi devrions-nous automatiquement, dans le langage d'entreprise, utiliser des anglicismes alors que nous avons une belle langue qui peut être tout aussi précise et compréhensible par tous et toutes? Vous avez totalement raison. Je veux juste pas ouvrir le débat aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est une grande question. Après, c'est aussi des réseaux qui sont quand même américains et anglophones. Donc forcément, il y aura un peu de jargon anglais. Je saisis juste pour dire qu'effectivement, sur un certain nombre de choses, je suis totalement d'accord avec vous. Et effectivement, on utilise de plus en plus de termes anglais. On fera pas le débat aujourd'hui. On va laisser poursuivre Jean-François et Mélanie, mais pas de souci pour traduire et expliquer au contraire les termes. Oui, et merci Jean d'avoir posé la question parce qu'effectivement, il y a un terme français pour ça qui s'appelle l'appel à l'action. Donc, le défaut, mea culpa, le défaut du, voilà, du professionnel. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur les chiffres Facebook. Ils vous ont été transmis dans la présentation la semaine dernière, donc ce sont les mêmes. Sur l'algorithme non plus. Profil, page ou groupe sur Facebook ou sur LinkedIn, ça fonctionne aussi. Est-ce que ces notions sont claires pour tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Alors, en amont, j'avais une question de Marion plutôt sur la partie publication qui demande s'il y a des publications qui servent juste à être vues par l'algorithme. Des publications type, Marion? Qu'est-ce que tu avais dans le crâne? Par exemple, les petites vidéos, les bonjour lundi, les photos de base qui n'ont parfois rien à voir avec l'activité, mais que moi je vois régulièrement. Et donc, je me suis mise à faire un peu la même chose et je vois que j'ai une visibilité supplémentaire. Alors, oui, merci Marion d'avoir posé la question. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que pour moi, ces publications ont un rapport avec l'activité. Et vous verrez tout à l'heure, on présentera un calendrier éditorial sur lequel il y a ce genre de questions qui sont posées. Et si vous ne présentez pas un produit ou quelque chose comme ça, vous fidélisez votre audience. Et votre audience, elle n'est pas là que pour avoir votre produit, elle est aussi là pour qu'on lui pose une question. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Ou alors, bon café du lundi matin, je vous souhaite une bonne semaine. Ça veut dire que la personne n'est pas là, enfin, vous n'êtes pas là que pour faire du placement de produits ou de solutions, mais aussi pour vous occuper de votre communauté et en prendre soin. Et dans le calendrier éditorial qu'on montrera tout à l'heure, on voit bien que ce genre de post peut être prévu de manière régulière, que ce soit par des images amusantes, par des republications, par des questions engageantes ou par des citations. Mais merci d'avoir posé la question. On abordera le sujet par l'exemple un petit peu plus loin. Comme je n'ai pas partagé mon écran, je vois qu'il y a des questions qui sont posées, mais j'ai pas je les vois pas, Anthony. Au fur et à mesure, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, bon, ça sert à booster le taux d'engagement, les publications. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Marion, ces publications qui n'ont pas forcément un rapport avec l'activité permettent de maintenir et de booster l'engagement. On verra qu'on a autant de j'aime sur des publications anodines. Et les publications business, on a peut-être moins de j'aime que sur les publications anodines. Mais ça veut dire que les personnes qui mettent un j'aime sur une publication anodine voient aussi vos publications business. Elles ne répondent peut-être pas parce qu'elles n'ont pas envie d'être sollicitées, ou elles se disent, bah, tiens, ça m'intéresse, mais je ne veux pas réagir tout de suite. Et si elles réagissent sur un post où vous publiez pour la fête des mères, par exemple, joyeuse fête à toutes les mamans, ou pour le 1er mai, bon 1er mai à toutes, vous voyez, si des personnes réagissent et qu'elles ne réagissent pas sur vos autres publications, vous savez quand même que ces personnes voient vos publications. Donc, c'est aussi très important.
Et pour faire juste un lien avec le commentaire qu'il y a, et puis ce qu'on a dit la semaine dernière, est-ce que vous présentez Mélanie et Jean-François, l'objectif, il est bien de susciter l'émotion, de toucher les personnes en face, et donc du coup, effectivement, les stories anodines, entre guillemets, ou les publications anodines, et là, la remarque, ils ont l'air plus, les gens sont plus proches de moi que quand ça traite de l'entreprise, c'est bien parce que vous allez chercher cette émotion et vous allez susciter cette émotion. Et donc, du coup, effectivement, c'est pour ça que peut-être que ce qui paraît anodin pour vous, entre guillemets, va finalement pouvoir être plus facilement identifié et identifiable pour les personnes en face. Excuse-moi, j'en fais ça. Par exemple, j'interviens juste vite fait, pour ceux qui utilisent Instagram, on va voir l'importance, effectivement, le contenu sur la page Instagram, mais si vous faites du contenu et pas de story, ça ne marche pas très, très bien. La story, elle est très, très importante sur Instagram. Donc là, c'est vraiment, on en revient à ça, hein, c'est vraiment de la petite publication quotidienne, ou plus développée que la publication dans la page elle-même, quoi. C'était tous les propos de notre semaine dernière. Oui, merci. C'est ça. Je t'en prie, Jean-François. Est-ce qu'elle est consultée le plus sur Instagram? On est d'accord? Oui, tout à fait. Ok, merci. Puisqu'on parle Instagram, Mélanie, je déroule les plans, je te laisse parler un peu plus d'Instagram éventuellement. Alors, sur Instagram, oui. Alors après, je ne sais pas si on revient vraiment sur… Non, c'est… Pas en détail sur ce qui a été dit la semaine dernière. Effectivement, pour les publications, on part sur un quota de 1 par semaine, voire 2 pour le contenu. Mais c'est vrai que sur Instagram, il va être important, par contre, d'être plus présent au niveau des stories. Notamment sur Instagram, ce qui se fait énormément, c'est de republier des publications de gens que vous suivez dans votre domaine, en les remerciant parce que ça vous a apporté quelque chose. Et là, vous allez monter en visibilité parce que ces personnes-là, du coup, vous les identifiez. Et après, le réseau, il se complète énormément comme ça. Donc, en story, c'est très, très important. Le hashtag, mais surtout le fait de faire votre réseau et d'identifier, en fait, d'autres professionnels. Après, alors je ne suis pas non plus une pro pour l'instant. Enfin, moi, je n'ai pas de page professionnelle Instagram, ce n'est pas bien. Je suis en train de la peaufiner. Alors, attends, c'est que j'essaie de suivre en même temps, Jean-François. Donc, oui, donc les hashtags sur Instagram, ils sont très, très importants. Plus vous allez en mettre, plus vous allez être visible. Ça, il n'y a pas trop de secret. Alors là, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit point, parce que du coup, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Alors du coup, est-ce que vous pouvez éventuellement expliquer, Mélanie ou Jean-François, la relation, enfin, sur Instagram et Facebook, si ils utilisent l'analyse des sentiments. Alors là, j'ai une question sur le sentiment analysis. Évitez les termes anglophones, je vais galérer à les dire. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Ouais. Au niveau de l'optimisation, c'est ça, de fait d'être visible. Alors là, pour le coup, ouais, c'est si Facebook et Instagram utilisent l'analyse des sentiments. J'ai pas plus dans la question, alors il va falloir vous débrouiller avec ça. Après, oui, au niveau du référencement, ça va être partout pareil, en fait, sur Internet. Ça va être le contenu que vous allez produire. Oui, à chaque fois, il y a la cible, il faut penser à cette cible-là. Et forcément, c'est avec… oui, on dit que les mots donnent de l'émotion, et du coup, plus votre contenu va être structuré et plus il va parler, plus il sera visible. Moi, personnellement, quand j'écris, c'est comme ça. Vous avez votre cible, et quand vous lisez votre texte, faut vous mettre à la place de la personne et savoir si elle arrive à trouver son bonheur sur votre texte. Voilà, dans ces cas-là, oui, vous avez réussi. Et oui, les algorithmes, aujourd'hui, la qualité de texte est très importante. Ouais.
Et après, je sais pas vraiment ce que vous entendez par l'analyse des sentiments, mais enfin, en même temps, aujourd'hui, je trahis pas de secret en disant que le marketing des émotions est étudié. On étudie les réactions des gens sur une pub, sur les odeurs, enfin, il y a tout un marketing qui se développe et c'est pour ça qu'on joue sur les 5 sens. Et c'est pour ça ils feront tout à l'heure le parallèle, mais le côté vidéo est un petit peu aussi utilisé parce qu'on joue sur d'autres sens qu'uniquement de l'écrit. Et il y a le côté visuel. Non, je parlais de ça parce que j'ai fait de la data analysis. En fait, c'est un algorithme qui permet d'analyser les mots et justement les sentiments sur les données que nous recueille. Donc, je me posais la question si, franchement, je ne connais pas les métriques de Facebook ou d'Instagram, mais je ne savais pas si, quand on travaille avec eux, est-ce que vous savez, par exemple, de mots-clés qui sortent le plus quand il y a des opinions de posts que vous savez est-ce qu'il y a ça comme retour dans les pages Facebook ou pas du tout? Parce que je ne suis pas encore plongée dedans, en fait. Après, les mots-clés, ça va vraiment être… algorithme, en fait. Ouais. Alors, après, les mots-clés, oui, de toute façon, tous vos contenus vont devoir être basés sur votre mot-clé principal. Et celui-ci, vous allez le trouver selon le thème de votre texte, en fait. Mais Facebook, il ne donne pas de métriques là-dessus, quoi, c'est ça? Juste pour savoir. Oui. Il ne donne pas du tout de résultats. Oui, puisque les algorithmes, après, ils se mélangent. Donc, si vous publiez sur Facebook et que vous avez un site Internet en lien, ça va ressortir de la même façon, oui. Ok, merci. Oui, ensuite, on avait des questions sur est-ce que je peux fusionner, enfin, comment fusionner ma page pro que j'utilise souvent avec ma page perso que je n'utilise pas pour récupérer les abonnés. Et déjà, est-ce que c'est pertinent? Oui, je viens de voir la question, j'ai affiché les commentaires à côté. Oui, effectivement, on peut fusionner plusieurs pages et récupérer, agréger les abonnés ou les followers. Au même titre que l'on peut transformer un profil personnel en page, de manière à ce que tous les amis sur Facebook soient convertis en followers. Et oui, pour les slides et la présentation, elle vous sera envoyée. Oui. Possible d'avoir un PDF des solides, des slides, je suppose. Oui, j'ai mes captures d'écran. J'ai répondu aussi par chat. Alors, il y a deux choses. D'une part, la présentation est enregistrée, donc on pourra la voir. D'autre part, Anthony vous transmettra tous les slides. Et puis, restez jusqu'à la fin, parce que de toute façon, avec Mélanie, on aura aussi un peu plus d'informations à vous transmettre ou à vous proposer qui ne sont pas forcément que dans les slides. On pourra aller plus loin, répondre à des questions particulières si vous le souhaitez. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la présentation. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'action pour revenir, voilà, maintenir le… Les slides peuvent s'appeler tout à fait diapositives. Oui. Aussi. Et là, il y a la question de Mathieu par rapport aux emojis, c'est ça? Non, ce n'est pas une question, c'est qu'au niveau des algorithmes, ils prennent en compte sur Facebook quand on aime, on n'aime pas, quand on met qu'on est en colère, les petits écotones, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Là, tous les emojis. Après, au niveau de l'algorithme… Ils les prennent en compte quand même des fois dans les rappels des souvenirs ou autres. Ça, c'est ce qu'on avait vu pour la présentation et l'explication des algorithmes en termes de taux d'engagement. Donc, effectivement, tout ce qui va être les likes, les j'adore, les solidaires, tout ce que vous voulez, quels que soient les trois, c'est ce qu'on vous expliquait la semaine dernière dans les différents slides. Effectivement, ça va être pris en compte. Et effectivement, c'est là qu'on va avoir c'est comme ça que vos publications vont revenir ou non en début et c'est comme ça qu'effectivement sur les souvenirs on va apprendre des plus pertinents parce qu'on peut pas, Facebook peut pas vous faire tous les jours tous vos souvenirs à chaque fois forcément il y aurait trop de contenu. Et Facebook donne un tableau de bord par rapport à ça ou pas? Ouais, j'ai une question aussi. Alors, attendez, peut-être on peut déjà répondre, Jean-François Mélanie. Un tableau de bord, c'est-à-dire quand on est pro, quand on a une page pro, est-ce que dans la page pro, on a des métriques qu'on puisse suivre par rapport à notre page ou pas du tout? Il n'y a pas de…
Quand je dis des méthodes. Ce que vous voulez dire, c'est des statistiques sur vos taux d'engagement. Tout à fait. Oui, vous retrouvez toutes les informations, oui, sur votre page pro Facebook. D'accord. Un des intérêts. J'ai une question par rapport à Facebook. Est-ce que quelqu'un aurait un tuyau pour que quand on publie quelque chose sur Facebook, cette publication ait plus de visibilité sans avoir à payer une publicité? Oui. On abordera ça dans la partie rédaction. Je note la question, on reviendra dessus un petit peu plus en détail. Il y a effectivement des techniques de publication qui permettent, mais ça a été vu aussi la semaine dernière rapidement, le fait de mettre des caractères spéciaux, alors des émoticônes ou des emojis ou des petits logos. Voilà. Je vous montrerai éventuellement différents types de publications, des publications en texte brut qui n'ont pas forcément un gros taux d'engagement, et la même publication avec des petits symboles ou avec une photo impactante, là, il y a un taux d'engagement beaucoup plus important. Donc, mes gens, merci. Oui, la semaine dernière, il avait été évoqué que quand on rajoutait un hashtag, ça donnait plus de visibilité ou ça agissait sur le moteur de recherche, enfin sur les algorithmes. Jean, excusez-moi, le terme hashtag, je ne le comprends pas. Vous voulez dire mot dièse? Bon, le dièse alors. Le mot dièse. Non, il fallait bien que je la sorte. J'attendais le premier mot, j'attendais le premier anglicisme. Ah non, mais celle-là, on ne peut pas changer celle-là, non. Combien faut-il justement minimum de hashtags? Alors, tout dépend du réseau social. C'est ça. En fait, aujourd'hui, Facebook commence à prendre en compte ces codifications, ces hashtags. Sur LinkedIn ou sur Instagram. Sur Instagram, par exemple, en fonction de votre niche, 4-5 hashtags maximum. Mélanie, n'hésite pas à me corriger. Moi, c'est en tant qu'utilisateur. Sur Insta, personnellement, nous, les rédacteurs, puis les community managers, par exemple, s'il y en a qui suivent des pages, là, 4, c'est leur strict minimum. Hein. Il y en a, c'est 15, 20, il y en a une 25. Pas d'elle, voilà. Plus il y en a, plus il y a d'impact, c'est ça, plus il y aura du visuel, c'est ça. Ouais, Instagram, non, le hashtag est vraiment très, très important sur... sur Instagram. Après, LinkedIn, moins, oui, 4 ou 5, c'est très bien. En fin de compte, les hashtags, c'est ce qui va donner le plus de visuel en communauté, en fin de compte. C'est ce qui va te donner plus de comment ça s'appelle, de vues sur plus de personnes. De visibilité? Voilà, c'est ça. Je suis désolée, je n'ai pas tout entendu. Ce qui va donner plus de visibilité, en fin de compte, le hashtag. C'est ça. Alors, après, là, je vois un peu les questions aussi. Les hashtags, si c'est vraiment que sur votre domaine ou pas. Alors, forcément, ça va rappeler votre domaine, mais vous, justement, c'est plus s'étendre aussi, même aux cibles que vous voulez toucher. D'accord. Vous pouvez choisir, par exemple, une dizaine de hashtags dans votre domaine et puis une vingtaine de hashtags plus larges, mais qui restent quand même dans votre champ d'action, par exemple. Et après, pour compléter, en général, quand par exemple vous mettez des hashtags, vous avez sur Instagram ou sur LinkedIn le nombre de hashtags, enfin le nombre d'utilisations qui a été faite. Donc après, c'est juste du bon sens. Quand vous voyez qu'il y a moins de 1000 hashtags, c'est peut-être pas super intéressant. Si vous voyez qu'il y a plus de 1000, alors ça va dépendre, ça peut être moins de 1000, plus de 1000, ou des fois, quand vous allez voir, ça va vous mettre plus de 1,7 million. Bon, bah là, c'est un petit peu aussi à vous de sélectionner et de se dire, bah effectivement, en termes de millions, si je cherche, j'ai 1,7 million, 1,7 million, et de l'autre côté, j'en ai moins de 1000. Donc forcément, vous n'allez pas avoir la même visibilité. Merci. On a une question qui est la dernière question qui m'a été posée. Oui. On m'a dit qu'il ne fallait pas aller sur les gros hashtags pour ne pas se noyer. Vrai. Est-ce que vous pouvez préciser off-rip ou off-rip votre cible?
C'est peut-être parler des hashtags en général, peut-être moins. Oui. Parce qu'effectivement, si on prend un hashtag comme entrepreneuriat ou leadership, effectivement, on va être noyé dans la masse. Si on prend des hashtags un peu plus fins, on aura peut-être une meilleure visibilité, mais peut-être une moins bonne audience. Après, ce qui est bien, c'est de les mélanger aussi. Par exemple, moi, ça va être dans mon domaine. Forcément, le hashtag rédaction web va revenir. Et puis après, je vais aller sur des plus précis. Souvent, quand on va faire un contenu, le hashtag freelance aussi revient beaucoup. Donc, c'est un terme général, mais il va compléter, moi, des hashtags plus précis avant ou après. Mais... Et pour faire le fil directeur, ça fait partie aussi de votre stratégie parce que là, vous parlez d'activité, vous pouvez aussi avoir des hashtags géographiques. Quand je fais des publics, j'aime bien mettre hashtag Cher ou hashtag Bourges parce que mon public qui m'intéresse, il va plutôt être sur Bourges et dans le Cher que si je mettais un périmètre plus important. Donc, ça peut être aussi un attrait de ce que va vous dire Mélanie et Jean-François sur aussi votre stratégie que vous allez développer pour aller les chercher. Encore une fois, ça se réfléchit en amont. Alors là, il y a une question sur l'importance du hashtag, c'est ça? C'est ça, j'ai vraiment du mal à... Oui, Julien, à saisir l'importance du hashtag. En fait, c'est pour pouvoir... Sur Instagram, quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, si vous tapez un hashtag sur un domaine particulier et puis que cette personne-là va aller un petit peu fouiller sur tel domaine, si vous avez mis le hashtag et que vous êtes du coup bien remonté, il peut vous trouver, quoi. Oui, mais c'est parce que justement, en tant que non-utilisateur du hashtag, j'ai jamais fait de recherche, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, j'ai jamais fait de recherche par hashtag. Quand je voulais faire une recherche, je faisais plutôt Google, mais jamais à travers un réseau social. C'est pour ça que j'arrive pas encore bien à saisir l'importance du hashtag. Peut-être que je suis un des rares à ne pas utiliser de hashtag sur les réseaux sociaux. Oui, moi, c'est rare. Non, vous inquiétez pas. Comme moi, je vois, exemple, je fais des photos de paysages ou autre, je marque hashtag beauté de la nature, ça vient directement. Dès que je marque beauté, ça me propose beauté de la nature. Et donc, il y a 798 000 abonnés et j'ai des personnes qui taguent dessus, j'aime tout ça. Ils mettent des commentaires, des personnes que je ne connais pas du tout. Et donc, je vois pareil que c'est des personnes... voilà, c'est une communauté qui se fait. Mais Instagram, celui-ci est privé. Mais quand je vais faire mon compte pro, est-ce que je pourrais prendre des personnes, des abonnés justement de ce compte, comment dirais-je, privé? Est-ce que je pourrais les mettre dans mon compte pro? Comment vous faites migrer votre voilà. réseau perso Comment sur je votre pourrais réseau mettre ces pro? personnes-là, voilà, de ce compte privé sur ce compte, après le compte pro? Sur Instagram? Oui. Sur Instagram, après, ça va être sur si vous voulez, en gros, reprendre tous vos contacts. Oui. Comment je pourrais basculer mes abonnés? Après, ça va être comme sur Facebook. Quand vous créez une page, ça va être par invitation. Vous allez pouvoir inviter l'ensemble de vos contacts à aimer votre page Instagram. D'accord. Et là, pour en revenir aussi à la partie porteur de projet, c'est pour ça qu'on fait aussi ces visios et qu'on vous invite finalement à réfléchir en amont, parce qu'en fait, souvent, on s'aperçoit que tout le monde, beaucoup, a développé sa communication sur son perso. Et ce basculement, il est souvent pas évident parce que vous allez forcément en perdre un minimum, parce que vous pouvez pas forcer les gens à passer sur la page pro. Et donc, plutôt vous l'intégrez. Et quand on en revient à la notion des hashtags, par exemple, c'est inné pour personne. Hein, là aussi, on vous propose une lecture de comment fonctionnent et quels sont les codes pour les comprendre et mieux les utiliser. Mais effectivement, du coup, plus en amont, vous allez pouvoir anticiper votre communication et à mon avis, plus ça sera facile de créer votre communauté parce que votre communauté perso et votre communauté pro, c'est peut-être pas tout à fait la même. On va, si vous voulez bien, on va arrêter là sur ce point-là parce que on a brossé pour le moment les diapositives de la semaine dernière. Donc, on va aller un petit peu plus dans
dans les détails parce que là, Mélanie a préparé plusieurs choses sur lesquelles on va pouvoir revenir et certaines réponses ont déjà été apportées. La dernière diapositive de la semaine dernière, c'est les bonnes questions à se poser lorsque l'on aborde une communication, c'est à qui on s'adresse, quel est le message que l'on souhaite transmettre, les objectifs et qu'est-ce qu'on en attend. Donc, et puis quels sont les moyens. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Voilà, donc la première partie que l'on va développer un peu plus cette semaine, c'est la partie contenu hypnotique. Donc, et ça répond aussi à certaines questions. Faut-il avoir des publications uniquement business ou d'autres? Donc, et je vois aussi, tiens, call to action, donc appel à l'action pour Jean. Donc, Mélanie, je te passe la main. Je vais le traduire, c'est promis. Donc après, oui, donc après, on ne va pas rentrer non plus dans le détail, mais c'était plus pour avoir un petit fil pour pouvoir rédiger vos contenus. Donc nous, on appelle ça voilà, la rédaction de contenu hypnotique. Donc en premier lieu, c'est définir votre cible, à qui vous avez envie de vous adresser, puisqu'on n'utilisera forcément pas les mêmes termes et la même ligne pour s'adresser à quelqu'un qui a 18 ans ou des personnes de 60 ans, voire plus. On ne va pas utiliser les mêmes mots, des fois on peut y mettre aussi de l'humour. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre cible et de votre contenu en lui-même également. Du coup, j'ai mis lister, donc voilà, en gros, nous, on appelle ça se mettre à la place de l'internaute, de votre cible, et vous demander donc, quels sont ses désirs, ses attentes, ses valeurs, pour ensuite pouvoir lui répondre en lui suscitant de l'émotion, ce qui crée derrière une relation sincère. Alors, après, pour le plan de rédaction, donc, on peut utiliser les balises HTML. Alors, je sais qu'il y en a, c'est assez compliqué. Après, je parle pas forcément en codage. Alors, c'est mieux quand vous savez le faire. Mais en gros, c'est bien mettre votre titre, un sous-titre, le titre, le sous-titre, le paragraphe, l'introduction, la conclusion. Et du coup, je n'avais pas noté, Jean-François, mais oui, l'importance après vraiment quand vous faites un article pour qu'il ressorte sur Google, l'importance de ce titre-là, c'est ce qui va aussi donner envie ou pas de cliquer, quoi. Est-ce que Alors, pour répondre à une question de Julien qui vient d'être posée dans le chat, les balises HTML, on parle là sur site internet, sur les réseaux sociaux. Ah oui, pardon, uniquement sur les sites, oui. Non, il n'y a pas de balises sur les réseaux sociaux. Voilà. En revanche, on peut mettre en valeur certaines choses sur les publications de réseaux sociaux en mettant du texte en gras, en italique, en majuscule, gras majuscule, par exemple, si on veut faire un post, avec un mot particulier, on peut le mettre en gras ou le souligner. Ça, il y a des outils qui existent. Certains sont dans la présentation là, et d'autres, on pourra vous les montrer aussi derrière, un autre outil qui permet de préparer ces publications comme ça. En revanche, il n'y a pas de codification, il n'y a pas de mots-clés au sens SEO, rédaction web, sur une publication sur un réseau social. Après, il va y avoir une différence dans les longueurs de contenu également sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais forcément sur votre blog, site internet, ça va être des articles. Plus ils sont longs, mieux c'est pour le référencement au niveau des moteurs de recherche. Après, forcément, les publications vont être beaucoup plus restreintes sur Facebook, sur Insta. Après, ce qui est très bien aussi, c'est quand vous êtes présent sur un blog et présent sur les réseaux sociaux, c'est ensuite de faire un condensé et aussi d'inviter votre lecteur à lire votre article en entier sur votre blog derrière. Planche suivante.
Alors, du coup, oui, j'avais fait une petite checklist SEO, donc référencement naturel en français, je précise. Voilà, après, une fois que vous avez fait votre contenu, voilà, si vous voulez bien être référencé, après, on a des petits points comme ça auxquels on ne peut pas échapper. Donc, c'est tout d'abord définir votre mot-clé principal. Donc là, on a mis un exemple d'outil, SEMrush, que moi j'utilise et qui est très bien. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une idée principale de contenu, vous mettez ce mot-là. Ça va vous sortir vraiment le gros mot-clé. Et puis, vous allez avoir aussi les mots-clés en lien avec, donc des fois qui sont intéressants pour pouvoir faire vos paragraphes par la suite. Donc, on dit qu'il faut reprendre le mot-clé principal dans le titre, l'intro, c'est bien, les balises ALT, donc c'est les images. Et ensuite, prendre les mots-clés secondaires dans vos titres H2 et H3. Alors, donc les mots-clés secondaires, c'est ce que je vous disais. Après, au niveau de l'écriture du contenu, à utiliser des synonymes, donc forcément, essayer d'être le moins redondant possible et vulgariser ses propos. Parce que des fois, c'est vrai que quand on est très expert sur un domaine, on a notre jargon, nos mots. Par contre, le lecteur en face, peut-être pas. Donc, l'important, c'est d'avoir voilà, un contenu fluide, facile à lire. On parle du maillage interne également. Donc, ça, c'est très bien quand on a un site, parce que du coup, ça peut renvoyer sur d'autres articles ou d'autres parties de votre blog. Pour les liens externes, faut faire attention vraiment de renvoyer sur des sites officiels parce que sinon, par contre, là, c'est assez mauvais pour le référencement si vous faites apparaître des liens externes un peu sur des sites qui ne sont pas très bien référencés. Alors, c'est que ça me cache. Voilà. Voilà. Après, j'avais mis des petites astuces comme l'URL. Voilà. On dit de changer votre URL. Donc ça, c'est une astuce, mais si vous voulez le faire, c'est vraiment au tout départ, parce qu'après, c'est compliqué de la modifier. Après, tu es peut-être plus fort, Jean-François, à ce niveau-là que moi. Après, changer l'URL, tout dépend ce que l'on a. Si on a un site d'un commerce artisanal, et je vous montrerai tout à l'heure une vidéo qui a été faite pour faire la promotion d'une activité. L'enseigne de ce client s'appelle Au Coteau d'Or, mais c'est un boucher. Donc sur son site, il a choisi boucherie au Coteau d'Or. Il a mis le mot boucherie dedans. Voilà, donc là, effectivement, son mot-clé est dedans. Sur d'autres sites qui sont plus généralistes, on peut avoir des publications avec des thématiques différentes, donc il est difficile de mettre le mot-clé dans l'URL, dans le nom de domaine. Après, quand on fait une publication, et je vous montrerai tout à l'heure un article que j'avais commencé à préparer et que Mélanie a retravaillé derrière, donc on va voir toute l'amélioration qui peut être faite sur une publication. Effectivement, après le nom de domaine du site sur lequel cet article a été publié, on retrouve le mot-clé dans la suite du lien. Et Clémence nous demande si on peut insérer des liens sans l'accord de l'entreprise. Bien évidemment. À partir du moment où une entreprise a publié quelque chose sur Internet, c'est public. Donc, si vous voulez renvoyer vers son site, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, on peut insérer des liens sans l'accord de l'entreprise. Si vous insérez un lien vers une entreprise tierce et que la personne clique dessus, ça lui apportera du trafic. Donc, c'est tout bénéfice. Ce qu'on ne peut pas faire, en revanche, c'est récupérer du contenu publié par une entreprise pour le mettre sur son site et se l'approprier sans citer les droits d'auteur. Ou alors, il faut avoir un accord de reprise. Mélanie? Oui. Alors oui, pour finir, alors là, c'est que des termes anglais, je m'en excuse d'avance. Pour faire de belles traductions. Donc, on dit que le combo gagnant, voilà, donc SEO, donc pour le référencement, forcément, c'est un petit peu les
les rudiments donc, du référencement naturel. Donc, ça va vraiment être, voilà, là pour le coup, c'est le fait d'avoir un contenu qui donne envie. Donc, faut être aéré, il faut avoir des mots assez simples, pas des très longues phrases coupées. On peut aussi utiliser des phrases à un mot. On dit que c'est très, très percutant et que ça parle beaucoup. Après, on a le storytelling qui se développe beaucoup. Donc, c'est la manière, on va dire, de raconter une histoire dans votre écrit, à travers votre écrit. C'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui marche très bien, surtout sur les gens qui détiennent des blogs. Et ensuite, vous avez vraiment les spécialistes du copywriting. Donc là, ça va être vraiment la capacité de rédiger pour vendre derrière un produit. Donc après, avec des phrases et des mots forts, percutants, qui vont amener à vendre. Voilà. Ok, merci. Avant de passer sur la planche suivante qui montre un peu plus quelques exemples de SEMrush, je réponds à une question de Clara, mais Julien aussi, concernant le maillage. Donc le maillage, c'est un système de liens et on parle de maillage interne ou de maillage externe. Donc, quand vous avez un site internet et que vous faites un lien, ce lien, c'est comme quand vous faites une broderie ou quelque chose comme ça, c'est un fil que vous allez diriger quelque part. Donc, vous avez soit un lien interne, donc un lien qui va retourner vers une page de votre site pour donner plus d'informations. Donc, c'est ce que l'on appelle le maillage interne, un lien d'une partie à une autre en interne sur votre environnement, sur votre site internet. Dès lors que vous faites un lien sur un réseau social, sur un site d'une autre entreprise, on appelle cela du maillage externe. Pour Clara, c'est bon. Julien, est-ce que c'est bon pour vous aussi? C'est bon pour moi. J'ai juste une petite question pour le maillage interne. Est-ce qu'on fait ouvrir un nouvel onglet ou on reste sur le même onglet? Alors, j'ai pour habitude, sur le maillage interne, de rester sur le même onglet, puisqu'en fait, la personne, elle veut plus d'informations, elle reste chez moi. Enfin, quand je dis chez moi, c'est dans le site sur lequel je m'occupe. En revanche, dès que je fais un lien externe, je l'ouvre systématiquement dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre, de manière à ne pas perdre l'attention de l'internaute ou que l'internaute aille butiner ailleurs et ne revienne pas sur mon site. D'accord. Maintenant, on a le jeu inverse, c'est comment c'est le terme maillage en anglais? Link, tout simplement. Le link, le lien. Je ne sais pas si on va progresser en communication, mais je suis sûr qu'on va progresser en anglais après cette vidéo. Le gros avantage, c'est qu'en anglais, communication, se dit communication. Donc, on s'y retrouve. Donc, planche suivante. Voilà, donc là, beaucoup d'informations, mais Mélanie vous a parlé de l'outil SEMrush. L'outil SEMrush qui permet de retrouver pas mal d'informations. Et sans rentrer dans les détails, Mélanie, est-ce que tu peux nous donner sur ce… bon, ça, c'est quelque chose, une copie d'écran que j'ai faite rapidement, que j'ai présenté à Mélanie juste quelques minutes avant le début de la présentation, donc sans préparation. C'est ce que l'on retrouve sur le site SEMrush en 5 grandes catégories. Quelques conseils. Ouais, du coup, j'ai regardé vite fait. Oui, alors du coup, après, c'est plus du conseil. Donc, sur les bases de enfin, où c'est noté les bases du SEO, en gros, c'est vous inviter à télécharger une configuration pour pouvoir tester votre texte. Du coup, donc Jean-François, toi, tu m'as expliqué sur WordPress et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en avait parlé. Du coup, ils ont un plugin aussi qui est très efficace. Voilà, donc après, ça va être une extension, pas un plugin. Une extension, pardon. Voilà, merci Jean-François. Je ne suis pas du tout une pro non plus dans les termes, alors je me mélange. Donc ça va vous permettre, oui, de voir un petit peu l'impact SEO de votre contenu pour voir s'il est bien référencé ou pas. Alors ça, après, il ne faut pas non plus trop prendre peur. Moi, je sais que j'ai déjà testé des textes à moi sur certains logiciels où ils ressortent pas très bien référencés. Et au final,
si vous faites un petit exercice de copier-coller de textes de sites qui sont hyper bien référencés, très connus, quand vous les copiez aussi sur ces bases-là, ça ressort, c'est catastrophique aussi. Donc, c'est à prendre quand même avec des pincettes, mais des fois, voilà, ça donne quand même des petites astuces pour corriger certaines choses. Après, le SEO technique, voilà, c'est vraiment de la technique. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans la technique. On va peut-être passer directement sur la planche suivante, puisque ça, ce sera transmis à tout le monde. Donc, c'est vraiment la checklist SEO, tout ce qu'on peut faire ou pas faire. Sur la planche suivante, on a un exemple, et merci Mélanie d'avoir retravaillé dessus. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle d'après. Je reviendrai sur la précédente. Là, c'est un article que j'avais rédigé sur la phase préparatoire à la diffusion d'une vidéo. Et en fait, quand j'ai montré cet article à Mélanie, Mélanie me l'a repris, me l'a optimisé sous forme de référencement. Donc, Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été notre échange sur cet article qui, moi, me semblait bien parce que j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Je pense avoir mis les photos, bien espacé mon texte, avoir utilisé, comme on voit sur la partie droite de la diapositive, un outil qui me permet de voir si c'est bien ou pas. Et est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent comment tu as corrigé cet article, pourquoi tu l'as corrigé et qu'est-ce que ça a apporté moi, je pourrais te dire après ce que ça a apporté de plus en termes de lisibilité. Alors, oui, donc du coup, après, ça va être après mon travail quand c'est de la relecture comme ça va être vraiment sur la fluidité. Donc, je sais que j'ai retravaillé un petit peu la fluidité de certaines de tes phrases. J'ai raccourci certaines phrases. Après, nous, alors forcément, là, c'est toi qui s'exprime vraiment sur un de tes sujets. Donc, on utilise forcément quand on s'exprime le jeu, mais c'est un petit peu. Faut pas trop charger un texte avec ce pronom-là. Après, ça va être bien aérer le texte. Donc, je sais plus, mais oui, j'avais peut-être mis quelques petits paragraphes plus aérés. Et j'avais retravaillé ton titre aussi, puisque voilà, un titre, c'est vrai que. Alors, les deux sont super importants. Des fois, il y en a qui sont très forts. On va passer du temps, on va avoir un titre très, très percutant qui va nous faire cliquer, et puis on va arriver, le contenu, bof, bof. Et puis, des fois, le titre, il ne donne pas très envie, et pourtant, le texte à l'intérieur est super. Donc, le mieux, c'est d'avoir un titre un peu plus percutant et avoir un beau contenu à l'intérieur. Donc, après, te concernant le titre, ce n'était pas grand-chose, c'était le chiffre. Voilà, j'ai rajouté le chiffre qui parle beaucoup en référencement sur les moteurs de recherche. Voilà, donc la différence de réaliser une vidéo, les étapes à connaître avant de vous lancer et se transforme en réaliser une vidéo, 3 étapes à connaître avant de vous lancer. Voilà, on dit que c'est normalement plus parlant, ça donne plus envie, c'est plus concret pour le lecteur. Et du coup, moi, j'avais une question quand tu dis sur la partie jeu, c'est pas très bien. Qu'est-ce que tu préfères utiliser? Parce que c'est vrai, alors nous, sur l'accompagnement, on a tendance à dire aux porteurs, attention, parce que c'est un peu généraliste, ça veut rien dire, on n'a pas l'impression qu'il y a une identité. Et si vous êtes tout seul, dire nous, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, sur la manière de parler de soi, finalement, et qui va avec une autre question aussi. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est finalement si on est un bon rédacteur en étant synthétique, est-ce que ça suffit pour faire un bon référencement ou il y a d'autres compétences, il y a d'autres paramètres que juste savoir bien écrire entre guillemets? Alors ça, c'est un peu toute la complexité pour défendre notre métier de rédacteur web, mais alors après pour le jeu, après oui forcément quand on parle c'est comme Jean-François là, quand on s'adresse là il parle de lui et de son expérience, donc on est obligé de voir jeu de temps en temps. Après ça va être des tournures de phrases, j'arrive pas bien à relire, mais je crois que, je sais pas si je peux donner un exemple, mais Alors, pendant que tu cherches ton exemple, je vais répondre à une question de Clara, à une remarque de Clara qui dit que le titre doit être le même sur le lien
que sur l'article, sur le titre de l'article. Ce n'est pas aussi simple que ça, tout dépend du mot-clé que l'on cherche à avoir. Ici, le mot-clé, donc vous voyez sur la partie droite, le mot-clé synonyme, c'est produire une vidéo. Le mot-clé, pour moi, c'est réaliser une vidéo sur cet article. Donc, il est important que l'on trouve le mot-clé dans le titre et dans le lien. En revanche, le titre et le lien peuvent changer. On peut être sur le lien, ici, c'est réaliser une vidéo, 3 étapes importantes. Il sera utilisé sur le référencement, sur réaliser vidéo. Et pour attirer l'attention du lecteur, sous l'image, on a réalisé une vidéo, 3 étapes à connaître avant de vous lancer. Mais ici, le mot-clé visé, c'est réaliser une vidéo. Donc effectivement, oui, c'est bien si on a exactement le même le titre. De reprendre le même titre, en fait, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et puis pour le pronom personnel, oui, effectivement, tout dépend. Là, cet article a été publié sur un de mes sites, donc sur mon blog, hein, Jean-François Rouault. Donc effectivement, comme c'est des conseils que je donne, du retour d'expérience que j'ai depuis plusieurs années où je fais de la vidéo pour des clients ou pour moi-même, donc effectivement, là, on a utilisé la forme personnelle. Sur des articles plus généralistes, il n'y a pas d'intérêt de se mettre en avant. Là, ce site, il a pour but de me présenter, de présenter mes activités et de fournir des informations. Donc, pour mon branding, pour mon image, on utilise le jeu. Oui, après, quand je parlais du jeu, hein, c'était vraiment forcément, je vois dans les questions, oui, forcément, on parle de soi. Après, c'était plus, en gros, sur un article de 400 mots, ne pas retrouver 50 fois le jeu. C'était plus, voilà, c'était changer la façon de s'exprimer. Par exemple, là, il y a une phrase, ça finit à mon sens. On aurait pu, voilà, c'était juste les petites astuces comme ça. Après, effectivement, quand on parle d'un sujet ou quand on parle de son entreprise, on est bien obligé de s'exprimer soi-même. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'était plus voilà, la tournure de phrase pour pas qu'elle soit trop lourde, parce que le jeu est assez lourd à la lecture, en fait. Oui, parce qu'en fait, Mélanie, je posais cette question parce qu'en fait, je trouve que c'est mieux de dire on, ça fait plus sérieux, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une escroquerie lorsqu'on est auto-entrepreneur. C'est pour ça que j'ai toujours un conflit entre je et on. Je trouve que ça fait mieux de dire on vous propose, nous vous proposons tel service. Et si je vous propose tel service, ça fait vraiment, vous voyez un peu, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais… Non, alors après, je pense… Oui, vas-y, Mélanie. Non, vas-y, Jean-François. Non, là, je ne suis pas d'accord avec Julien. Justement, le fait d'être micro-entrepreneur, quand on dit on vous propose, nous vous proposons, ou sur la première activité, car je me suis lancé en tant que micro-entrepreneur en 2014, j'avais une enseigne où j'avais mis service commercial, machin, et le service commercial vous répondra, etc. Et je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Et à partir du moment où j'ai changé ma manière de communiquer, où là, j'ai mis mon image, et puis j'ai dit, posez vos questions, je vous réponds. Paradoxalement, les gens m'ont plus contacté parce qu'ils ont su que ce n'était pas forcément un service ou une manière impersonnelle, mais ils savaient qu'ils s'adressaient à une personne et qu'ils avaient appris à connaître sur les publications, et ils savaient que leur réponse correspondrait, enfin, ils posaient une question directement. Donc, c'est à double tranchant. Alors après, oui, quand on propose ses services et tout, non, oui, je pense que quand on est entrepreneur, le jeu, il est inévitable. Hein, je l'utilise aussi quand, si c'est pour proposer mes services, on est obligé de passer par le jeu. D'accord, merci. On va revenir sur la diapo précédente que j'ai. Donc, les conseils rédactionnels, puisqu'on les a utilisés sur cette publication-là. Mélanie, tu m'as repris sur pas mal de choses. Oui, donc après, c'est certaines petites astuces. Donc, le aérer son texte, ça revient tout le temps, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable à lire que des pavés. C'est aussi pour ça qu'il faut, voilà, on parle de titres, de sous-titres, voire même des fois d'un deuxième sous-titre à l'intérieur. Il ne faut pas en avoir peur quand c'est des gros contenus. Couper les phrases. Voilà. Du coup, nous, en rédaction, on n'a pas peur aussi d'avoir des phrases à un seul mot.
c'est une façon aussi d'être percutant dans le texte. Et puis après, on a des mots, voilà, où nous on dit bannir les mots, voilà, le verbe être, avoir, les mots comme très, vraiment, réellement, il y a, faire. C'est des choses qui sont pas très digestes à la lecture et que les algorithmes Google n'aiment pas du tout, du tout. Donc après, il y a plein de synonymes. Enfin, voilà, après, faut utiliser beaucoup les synonymes. Je conseille aussi de remplacer les mots longs par des mots plus courts, donc moins lourds à la lecture. Voilà. Après, il y a aussi, il y a beaucoup de techniques, hein. Nous, on a aussi en rédaction, on parle de mots magiques, les mots qui transmettent de l'émotion. Donc ça, c'est des mots, pareil, au niveau référencement, qui sont très, très bons et très, très forts. Donc ça répond à... Lesquels, du coup ? Comment ? Lesquels ? Lesquels ? Bon, après, la liste, elle est très, très longue, hein, sur les mots magiques, mais si ça peut intéresser, je peux aussi vous faire une petite checklist et puis les envoyer par mail par la suite, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, c'est très, très... Enfin, ils sont très longs, hein, selon l'émotion que vous voulez faire paraître. Voilà, ce n'est pas 2-3 mots, hein, il y a un gros panel de mots quand même. Ok. On va continuer parce que les mots magiques, les magiques, les phrases engageantes, je ne sais pas s'il y a un exemple dans ce que je vais montrer tout à l'heure, le fichier Excel. Il y a des phrases engageantes, des questions magiques, des mots. On pourra revenir dessus. Il y a quelques exemples de mots, enfin de questions magiques, de questions qu'on n'a plus qu'à compléter et qui permettent d'avoir un très bon engagement. On vous montrera tout à l'heure. On va aller sur la suite. Donc, pour créer du contenu, là, c'est une diapo qui a déjà été montrée la semaine dernière. Il y a plein d'outils, hein, comme Canva, Spark, Postmawall, Snappa. Il y a plein de logiciels. Donc, les liens, vous les avez dans la présentation. Et on va passer maintenant, donc le droit à l'image, on en a parlé la dernière fois. Voilà. Sur cette diapositive, il vaut mieux passer 20% de son temps à créer du contenu et 80% pour diffuser, pas l'inverse. Donc pour ça, il y a des outils qui permettent de bien préparer ces publications. Et ça va nous permettre de passer sur la diapo suivante. Des outils qui permettent, une fois que vos publications sont faites, d'automatiser la publication. Donc, je ne sais pas si vous utilisez certains de ces outils. Donc, je regarde les commentaires en même temps. Sur Facebook, c'est intégré, oui, mais c'est intégré, mais limité, pour répondre à Frips. D'accord. Donc, là, moi, j'utilise certains outils, Mélanie aussi. Donc, Mélanie, tu nous parles un petit peu de Notion. Je pense pas avoir fait de planche dessus. Notion, alors après, oui. Moi, j'utilise ça, Notion. Je sais que du coup, dessus, ça me permet d'avoir un espace de travail. Du coup, oui, c'est gratuit. Alors après, comme dans tous les outils, hein, vous avez une forme gratuite, une forme forcément qui va être payante derrière. Moi, pour l'instant, la version gratuite me suffit parce que voilà, c'est vraiment je m'en sers pour l'organisation de mon travail parce que je peux mettre en lien un planning où je sais que voilà, sur ma semaine, le lundi, il faut que je travaille ça, ça, ça. Donc, vous avez le to-do list qui est assez sympa en plus sur Notion avec des couleurs, des cases. Après, vous pouvez les cocher une fois que vous avez fait. Et puis ensuite, la rédaction de mes textes, je les mets dessus selon le réseau sur lequel je travaille. Et ce qui est très bien, c'est que ça me les garde en mémoire. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Moi, je travaille là-dessus. Je sais que pas mal de rédacteurs travaillent dessus. C'est un outil qui est très simple, hein, qui est très simple à utiliser. Oui.
On a une question de Clara qui nous Oui. demande s'il y a un outil qui partage votre contenu pour un text read proof, c'est-à-dire avoir un retour des gens pour le vérifier et le contenu par d'autres utilisateurs. Est-ce que Clara, vous pouvez répéter ou reposer Ouais, Précisez un pardon, petit pardon, peu. parce que j'ai mal écrit tout ça. Alors, non, c'est-à-dire quand on a fait, par exemple, cette rédaction-là, et avant de le publier ou pendant où on le publie, mais on veut savoir, on veut avoir un retour de certains utilisateurs. Est-ce que ça existe, ça, ou pas? C'est-à-dire un site sur lequel on va poster notre contenu, on veut un proofread, ça veut dire qu'on on va le lire avant on va le valider en interne pour être sûr qu'on n'a pas fait, par exemple, de bêtises, qu'on n'a pas écrit quelque chose qui n'était peut-être pas compréhensible ou on a fait des fautes d'orthographe. Des choses comme ça. Alors après les fautes d'orthographe, Est-ce que ça vous avez les existe? logiciels. Ouais. Après un site comme ça, Ça existe? personnellement, j'espère que ça n'existe pas, parce que c'est un peu mon métier en fait. Ah, d'accord. Non, mais comme maintenant, tout automatisé. Bon, après, voilà, Ça existe. vous allez pouvoir tester l'orthographe. Il y a des logiciels qui sont super bien, hein, l'orthographe, même la syntaxe. Après, avoir un avis sur votre texte, s'il est bien et tout ça, va pas être un avis, de quelqu'un d'humain, non, après, là, vous vous dirigez sur des professionnels qui, forcément, vous font D'accord. compliquer, quoi. Ok, merci. Effectivement, si, ça existe. Je pense à un outil qui s'appelle Trello et qui permet de travailler en équipe. C'est un outil que j'utilise dans le cadre du maintien d'un site internet où c'est pour une association et on est trois à s'occuper bénévolement de ce site-là. Et effectivement, avant d'avoir une publication, ça nous permet d'avoir des cartes sur lesquelles on dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et dans chaque carte, on peut mettre du texte. Donc, avant de publier quelque chose, on peut mettre ce texte-là et avoir la validation des 2 ou 3 autres personnes pour dire OK, on le publie. Donc, voilà, oui, Trello, oui, merci Anthony. Et, oui, pour répondre à Julien, oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui travaillaient sur Trello avant et qui passent sur Notion maintenant. C'est toi qui m'en as parlé la semaine dernière, Mélanie. Hein, donc, voilà, nous, dans ce cadre-là, on utilise Trello depuis quelques temps. Donc, voilà, à voir. Et autrement, en outil de préparation de publication, donc ça, Notion, Trello, c'est des outils vraiment pour préparer son travail. Et une fois que le travail est fait de rédaction, on peut anticiper les publications. C'est-à-dire que quand vous publiez sur un réseau social ou sur un site Internet, sur un site Internet, on peut, en fonction du moteur de publication qu'on utilise, dans la partie administration, je pense à WordPress, on peut préparer toutes ces publications et dire on rend l'article ou la publication visible à tout le monde, donc public, à partir de telle date. Donc, on n'a pas forcément besoin d'anticiper autre que par l'outil natif. En revanche, sur les réseaux sociaux, on a des plateformes comme Buffer et HotSuite que j'utilise qui permettent de préparer les publications à l'avance et de dire telle publication, je prépare mon visuel avec des outils dont on a parlé la semaine dernière et donc qui ont été repris sur une planche précédente comme Canva, outil gratuit avec une version payante. Et ces outils, la Buffer ou HotSuite, permettent de préparer toutes les publications 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'avance et de dire je veux que ce soit publié sur tel réseau social à partir de tel compte à telle heure. Donc ça, c'est des outils. Une fois que les publications sont préparées, qu'elles ont été réfléchies, écrites, on les met dedans et ça publie automatiquement pour vous. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces outils? Est-ce que vous les utilisez? Alors, je connais, c'est plus pour moi l'organisation en équipe des tâches à faire, des to-do list, mais aucun de ces 3-là, je connais. D'accord, très bien. Et pour revenir du coup sur les Instagram, les hashtags, il y a Tailwind, T-A-I-L-W-I-N-D, je vais l'écrire, pour justement préparer les publications sur Insta. Et du coup, par rapport à votre publication, ça va vous donner des idées de hashtags qui va avec. Ok, on remettra le lien dans le mail qui sera envoyé à tout le monde après, en plus. Dès que j'ai l'orthographe, pour être sûr, je vais chercher le lien. Oui, Tailwind. Il
Il y a Later aussi qui est très utilisé. Later aussi est très utilisé, oui. Voilà. Ça, c'est une fois que les publications sont prêtes. Après, une des grosses difficultés que j'ai eues au départ, moi, et que j'ai encore sur certains de mes sites ou certains de mes réseaux sociaux, et que j'ai constaté chez toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est de bien préparer en avance, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va publier, ne pas être dans l'urgence, publier en disant « Tiens, c'est lundi matin, j'ai oublié de publier mon message de bonjour », le publier au risque de rater de décevoir une cible qui est habituée à avoir des publications ou d'avoir un mauvais message. Donc pour ça, il existe des outils. On peut très bien se construire, mais on utilise ce qu'on appelle un tableau éditorial. Donc, ce que je vous propose maintenant, bon, déjà, est-ce que vous utilisez un tableau éditorial? Est-ce que vous préparez vos publications à l'avance? Ça m'intéresserait de le savoir. Ou est-ce que vous êtes plutôt à publier quand ça vous prend ou quand l'envie vous prend ou quand vous avez le temps? Moi, j'essaie de publier le plus rapidement possible et le plus souvent possible, mais sans ces outils organisationnels que je ne connais pas du tout. Mais je trouve ça intéressant parce que des fois, j'aimerais bien publier alors que je ne publie que de mon ordinateur fixe et je n'ai pas de tablette ni d'ordinateur portable et je ne vais pas sur Internet avec mon téléphone. Donc, ces outils-là, moi, me semblent assez intéressants parce que si on peut préparer sa publication bien foutue et puis lui indiquer par un moyen, je ne sais pas lequel, X ou Y, de publier tel jour à telle heure, moi, je trouve ça super intéressant. Hein. Mais je ne connais pas du tout, donc je serais tout à fait preneur de ce genre d'outils. Par contre, je suis désolé, je dois vous laisser, j'ai une autre réunion à un quart d'heure d'ici, dans un quart d'heure. Mais je vous remercie et vraiment, c'était super. Merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt, au plaisir, Jean. De toute façon, on vous enverra un mail avec plus d'informations. Ah, bien volontiers, merci beaucoup. Personnellement, je publie comme ça de temps en temps, mais là, pour moi, tout ça, c'est du charabia. Et c'est bien parce que je découvre, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est super intéressant, mais non, je publie comme ça, spontanément. D'accord. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais d'abord répondre à une question que j'ai vue passer là. Je vais remonter dans le chat. Et ensuite, je vais passer sur une planche où je vais vous montrer un outil conçu à partir d'un tableur, et qui permet d'anticiper les publications jusqu'à pratiquement. Enfin, là, j'ai un tableau de publication qui est prêt pratiquement pour 24 mois. Avec des idées. Donc, je vais vous montrer cet outil-là. J'ai vu passer une question qui m'a. Voilà, alors Philomène, une remarque, et System.io qui est très utilisé, et le System.io qui est très utilisé aussi. Vous parlez de System.io, la plateforme d'Aurélien Macker, Philomène? Oui, c'est ça. D'accord. OK. System.io est utilisé, on peut l'utiliser pour faire des pages de capture, du mailing, pour vendre des outils et pour avoir du blog aussi. Mais c'est un outil complètement différent. On pourra faire un focus éventuellement sur System.io, qui est une plateforme qui permet de tout faire pratiquement, mais ça devra faire l'objet d'une autre conférence parce que System.io, moi j'ai plusieurs comptes dessus, je l'utilise depuis plusieurs années et on a vraiment matière à développer toute une activité sur System.io. Donc ça, Anthony, si éventuellement, après, ça pourra faire l'objet d'une autre intervention. Chef, j'ai pris note. Alors, la réalisation du calendrier, puis derrière, le système. Oui. Donc là, on va passer sur celle d'après, le planning éditorial. Donc, on a parlé des outils de conception graphique, on a parlé des outils de publication. Donc ça, c'est bien, c'est la dernière phase. Donc, une fois que tout est prêt, on peut préparer 5, 10, 15, 20 posts et puis avoir soit on les poste à la main, on les fait, on les poste, soit on les prépare et on les met dans ces outils, ces moteurs de publication, je veux dire, ou de suite Buffer ou Later. Mais il faut que ces publications soient déjà préparées. Souvent, on est en manque d'idées sur les publications, on ne sait pas quoi publier ou on n'a pas forcément d'idées. Et pour revenir à une question qui a été posée au début, faut-il absolument publier quelque chose de business ou est-ce qu'on peut publier tout et d'autres choses qui n'ont pas un rapport, mais où j'ai répondu, mais si, ça a forcément un rapport, même si ça n'est pas direct. Là, je vous montre un outil qui est un calendrier de marketing de contenu pour les réseaux sociaux.
Donc pour moi, c'est devenu un outil indispensable parce qu'il permet d'avoir une cohérence sur les publications et sur le long terme. Parce que ce qui est important quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est de publier, oui, mais c'est la récurrence. Il ne faut pas publier une journée, puis être absent 15 jours, 3 semaines et republier quand l'idée nous vient. Il faut essayer d'avoir un maximum de suivi. Donc, on a des outils qui permettent de le faire. Et cet outil-là propose, donc sur les planches d'après, je vais le détailler un petit peu plus. Là, c'est sur le mois de mai, mais ce calendrier, là, il est disponible sur 48 mois. Et chaque jour, ça donne une idée de publication. Donc, ça ne veut pas dire qu'il fait le travail à votre place, mais ça vous dit, par exemple, pour aujourd'hui, le 17, reposter quelque chose, faire la promotion d'un produit, poser une question engageante avec, on peut très bien choisir des questions dans une liste. Donc, je vais aller sur la page d'après. Vous voyez là, sur les 2 prochaines semaines, cet outil, il est reposter quelque chose d'un mentor, mettre en avant un produit, choisir une question dans la liste, expliquer à votre audience le déroulement d'une journée. Donc, c'est quelque chose qui a en rapport avec une activité, mais pas plus, mais qui donne un petit peu de personnalisation. Un poste de bienveillance, qui est toujours bien pris, un poste d'apprentissage, une citation. Ça, c'est un outil que moi, j'ai acheté. Et je vous ai mis le lien là. Je l'ai acheté, il m'a coûté 47 €. Et avec 47 €, j'ai 730 jours d'idées de publication que je peux utiliser. Je vous ai mis le lien. Alors, je vous ai mis le lien, un lien qui permet d'accéder à ce calendrier. Ce lien, c'est un raccourci sur mon site qui vous envoie là-bas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un lien d'affiliation. Donc, si vous l'achetez, moi, je toucherai une commission. Donc voilà, c'est le principe de l'affiliation. C'est une des activités que j'ai sur Internet. Donc, je vous cache rien que si vous décidez de prendre ce produit et que vous passez par ce lien-là, moi, j'aurai un intéressement. Je ne l'ai pas développé. En revanche, je l'utilise depuis plus d'1 an. Pour certaines de mes activités, et puis je l'ai fait acquérir par 2 clients qui l'utilisent, et ça fait gagner énormément de temps. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail cet outil. Donc, voilà ce qu'on obtient avec le calendrier. Donc, 730 jours d'idées de contenu, des questions engageantes, donc avec ça répond aux mots magiques que l'on avait tout à l'heure. Une liste d'événements, donc on ne sait pas quoi publier, il y a peut-être un événement national qui permet d'avoir un post. Une liste de mots-clés Instagram les plus efficaces pour entrepreneurs. Donc ça, c'est fourni avec. Des citations inspirantes. Les jours fériés sont positionnés. Il y a des tutoriels vidéo et il y a différentes versions du calendrier. Donc, je regarde l'exemple de questions engageantes. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer l'outil directement. Je vais partager le calendrier. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant le calendrier sur mon écran? Non, on est toujours sur… Là, oui, ça arrive. Ça arrive? Ok. Très bonne question engageante de Marion. Chocolatine ou pas au chocolat? Et là, vous allez faire de l'engagement. Et là, on va faire de l'engagement où on va se faire dégager en fonction de la région de… Voilà. Alors, vous voyez, là, je prends ce qui est proposé en termes de publication au mois de mai 2021. Donc, si je prends aujourd'hui, le 17, il est proposé une question magique. Une question magique, donc avec les mots magiques, une question qui permet d'avoir une bonne réaction. Donc, on a accès aux questions magiques. La question magique, c'est « Que pensez-vous de ?» Donc, par exemple, que préférez-vous, chocolatine ou pas au chocolat? Que pensez-vous de… Pour revenir. Quel est votre avis sur… Ça, ce sont ce que l'auteur appelle des questions engageantes. Et ces questions, quand on base ces questions sur ce modèle-là, on a toujours un beau taux de réponse ou d'engagement. Je vais revenir sur la page précédente. La question engageante. Choisir une question dans la liste. Question. Exemple de questions engageantes. Vous voyez, l'outil en fournit pas mal. Hein, il y en a 180, mais après, on peut les rajouter. Quels sont vos rêves? Avez-vous déjà économisé de l'argent pour acheter quelque chose que vous voulez? Qu'est-ce que c'était? Donc ça, c'est une question engageante qui n'a pas forcément un rapport avec votre activité, mais qui va inciter votre audience à répondre.
l'endroit où vous vous sentez le mieux. Est-ce que du coup, avec ça, Jean-François, je me mets dans la place d'un porteur de projet ou d'une porteuse, est-ce que ça peut permettre justement de mieux connaître sa clientèle, pour mieux lui parler? Bien évidemment, parce qu'une question engageante en fonction des réponses qui sont mises, alors du nombre de personnes qui vont mettre un pouce en l'air sur la publication ou qui vont réagir et des personnes qui vont répondre, ça permet justement, le but de la question engageante, c'est d'avoir des réponses ou de pouvoir recontacter des personnes. Dernier post que j'ai fait, tiens Anthony, je vais montrer un exemple. Si ça veut bien aller sur mon Facebook. J'ai publié il y a une semaine, hein, le 4 mai, un post engageant. Un grand merci à l'ami qui m'a invité à découvrir ce réseau de portée internationale. Donc, on était 112 sur une réunion la semaine dernière. 112 participants, 5 tours de table, 21 entrepreneurs rencontrés. C'est un réseau franco-québécois. Afficher la suite, réseautage, business. Vous voyez, donc là, j'ai mis 3 mots-clés, gratitude, business, réseautage, des images. Et en fait, j'ai eu 4 commentaires, des commentaires de professionnels. Tu m'invites, bon, c'est le réseau dont je t'ai parlé. Une autre personne, tu m'invites, 112 participants, chapeau, Maxime Boulet, et tu ne nous invites pas. Voilà, donc sur ce poste-là, qui était axé business, j'ai eu 3 personnes intéressées. C'est sur Facebook. Et je remercie un ami de m'avoir invité. Et derrière, en réaction, donc c'était un post engageant, parce que derrière, en réaction, j'ai eu 3 personnes qui m'ont demandé « Tiens, tu m'invites ». Et la prochaine réunion à laquelle je participerai, j'inviterai ces entrepreneurs qui sont déjà établis depuis pas mal de temps, un dans la vidéo, l'autre dans la communication vidéo, la troisième personne qui est une agence de communication sur Bourges. Je leur ferai découvrir ce réseau qui leur permettra d'étendre aussi leur cercle de contact. Donc, voilà un petit peu le genre de questions ou de postes engageants. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Après, est-ce que dans les outils type Notion Buffer, quand on garde l'article à préparer, dedans, garde-t-il le format et les photos avec? Oui, bien sûr. On reviendra. Je vais terminer sur cet outil de publication et je vois Amélie qui dit « Je comprends l'idée, mais ça ne convient pas à tous les business ». Je vais répondre aussi. Oui, des outils comme Buffer, comme Outsuite, etc. On prépare le post et on garde le formatage et c'est le post formaté qui est envoyé sur le réseau social. Donc, je reviens. Donc voilà un petit peu l'outil, question engageante. Là, autre exemple, objectif de vente, l'envers du décor, la bienveillance. Donc ça, c'est le post que j'ai publié moi la semaine dernière parce que sur mon compte, j'ai volontairement décidé de ne plus publier sur mon compte personnel, mais j'utilise d'autres comptes pour publier sur les stratégies business. Donc voilà un peu le genre d'outil qui peut être utilisé et complémentaire à des outils de planification comme Outsuite, Buffer, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et là, je n'arrive plus à vous repartager mon écran. Voilà, je reviens dessus. On ne peut pas inviter Jean-François sur LinkedIn. Si, bien sûr. Réponse de Julien. Si, bien sûr. Je vous mettrai mon lien LinkedIn en commentaire juste à la fin de la présentation. Mais vous cherchez Jean-François Rouault sur LinkedIn, normalement, vous devez nous trouver. Ou de toute façon, LinkedIn, si vous êtes en contact avec Anthony sur LinkedIn, on est en contact aussi sur LinkedIn. Et en photo, tu m'as identifié sur une de tes dernières publications. Donc, on passe à la diapositive suivante, passe à la vidéo, oui. Donc, est-ce que cet outil-là
Est-ce que j'ai répondu éventuellement à toutes vos questions sur la planification, sur les outils à utiliser ou les outils d'idées? Ou est-ce que vous souhaitez en savoir un petit peu plus? Moi, je me demandais quand est-ce que vous mettiez en place tout ça. Est-ce qu'en début de mois, vous travaillez sur toutes vos publications et ensuite vous envoyez tout d'un coup? Comment est-ce que, en termes d'organisation, comment est-ce que vous fonctionnez? En termes d'organisation, en général, moi, c'est le dimanche matin. Je prépare mes publications pour la semaine suivante. Voilà. Mais sur certaines activités, sur d'autres activités, je prépare les publications jusqu'à 1 mois et demi à l'avance. Donc, avec un partenaire qui est coach immobilier, on a mis en place une stratégie de communication. En fait, on a des posts qui viennent de manière récurrente, mais on a 1 mois de publication d'avance. Et tous les jours, on publie quelque chose. Tous les jours sur Facebook, quelque chose. De manière répétitive, parce que notre cible, c'est d'aider le particulier à vendre un bien par lui-même sans passer par une agence immobilière. Donc, une fois qu'on a accroché, qu'on a eu un contact, il est intéressé ou il n'est pas intéressé, mais nous, on republie souvent les mêmes choses parce qu'on cherche toujours à aider de nouvelles personnes. Donc, ce calendrier, il est prêt depuis 1 mois et demi, enfin 1 mois et demi à l'avance. Merci. Donc là, depuis le début de la présentation, on a parlé de publication sur les sites Internet, on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé de techniques de référencement, on a parlé d'outils de programmation de publication, d'outils pour permettre d'avoir des idées complémentaires. J'aimerais terminer, si vous le voulez bien, par quelque chose qui est très d'une part très important pour moi parce que je suis vraiment passé dessus et j'ai remarqué que depuis qu'on utilise ce genre de publication, l'engagement est supérieur. Et je vois que Marcel est là, on pourra en reparler tout à l'heure aussi en même temps. C'est la vidéo. Donc, et la vidéo, moi, je vous invite à passer à la vidéo, à faire de plus en plus de vidéos dans vos publications. Alors, des vidéos de vous, des vidéos de vos produits, mais partagez de la vidéo parce qu'en fait, une vidéo, elle retient beaucoup plus l'attention. Et il y a aussi des techniques de conception de vidéo, de rédaction de script, et puis quand on publie, on utilise les mêmes techniques que pour les articles, donc qui permettent d'avoir un engagement particulier. Donc, un format privilégié de vidéo. Pardon? Est-ce que tu as un format de vidéo privilégié? Alors sur le temps, j'ai une idée, mais un temps maximum ou maximal, ça dépend, et puis un format privilégié. Alors les formats vidéo, il y en a plusieurs. Sur les 2 prochaines diapos, je vais montrer 2 formats vidéo. Je vais montrer une vidéo promotionnelle et je vais montrer un format que j'aime beaucoup aussi, qui est le format interview. Donc ça, c'est les 2 formats de vidéo. Alors, tu parlais de format en termes de format. Je ne sais pas, je te lis la question de Julien, donc je ne pensais à rien du tout, à vrai dire. Ah d'accord, oui. Alors, oui, format vidéo durée. Alors, je vais passer sur la prochaine diapositive. Voyez, moi, quand je fais de la vidéo, ça, c'est du matériel que j'utilise aussi bien pour mes propres vidéos qu'en clientèle. En fait, la vidéo, on n'a pas forcément besoin d'avoir une caméra à 4 000, 5 000 euros. Il est important d'avoir un bon son, d'avoir un bon éclairage. Et puis, on peut filmer. Je filme beaucoup, moi, à partir de mon téléphone. Donc, effectivement, c'est un téléphone avec un capteur de 108 mégapixels, donc je filme en 4K. Mais un bon téléphone, aujourd'hui, permet même un iPhone, j'ai un iPhone 7, donc qui me permet aussi de faire des vidéos de très bonne qualité. Surtout pour les réseaux sociaux, il vaut mieux une vidéo courte et faite à partir d'un mobile plutôt que quelque chose de très, très bien monté. Marion, quel logiciel de montage gratuit? Je vais parler du logiciel de montage derrière. Il y a des logiciels gratuits, il y a des logiciels qui coûtent… moi, le logiciel que j'utilise et je conseille, il coûte moins de 100 euros. On le paye une fois et les mises à jour se font à vie. Et il permet vraiment de faire des montages professionnels. Je vais vous montrer le résultat après. Donc là, première vidéo. Vidéo, tournage, 30 minutes.
montage 1 heure. Cette vidéo en 48 heures, plus de 800 vues. L'outil, un smartphone, un ordinateur pour la post-production avec un logiciel de montage qui m'a coûté moins de 100 euros. Je vais essayer de passer la vidéo, vous la montrer. Alors, vous aurez le lien dans la diapositive, mais est-ce que je peux repartager mon écran? Nouveau partage. Pendant le partage d'écran, Jean-François, petite question par rapport aux vidéos promotionnelles. Est-ce qu'on peut utiliser des musiques connues par rapport aux droits d'auteur et tout ça? Alors, on peut utiliser des musiques. Il y a plein de sites qui permettent d'avoir des musiques libres de droit. Maintenant, si vous utilisez une musique connue, une musique d'auteur ou le dernier titre d'un artiste, par exemple, là, vous devez payer des droits d'auteur. Bien évidemment. En revanche, il y a plein de sites. Alors, le logiciel de montage que j'utilise, moi, propose toute une bibliothèque de sons libre de droit. Donc déjà, là, je n'ai aucune question à me poser. Et puis, il y a des sites comme Bensound, donc bensound.com. Anthony, si tu veux mettre le lien dans le commentaire, qui permettent d'avoir des… Merci. Qui permettent d'avoir pas mal de vidéos qu'on utilise dans les… Enfin, de sons qu'on peut utiliser dans les vidéos. Donc, question bête, mais quand on paye les droits d'auteur, on contacte qui exactement? La SACEM. La SACEM, c'est aussi… La quoi? Oui. En France, ça passe par la SACEM. Je ne connais pas du tout. Et ça peut être autant sur vos vidéos professionnelles que si vous voulez avoir de la musique dans votre café ou dans votre restaurant, vous voulez faire un concert, vous voulez, quel que soit, quand c'est musique en France, c'est la SACEM. Ah, ça, c'est merci. La SACEM, oui. Alors, oui, il y a une entreprise qui se dédie à faire ça pour les magasins. Ils font de mix d'auteurs et vous payez par mois, je ne sais pas combien. C'est des tiers comme dans tout business, mais là, il faut faire attention quand vous utilisez pour vous. On est en mode business, hein, donc si vous utilisez quelque chose qui n'est pas à vous, au moins regardez s'il y a des royalties, des choses à payer, parce qu'on est dans le cadre professionnel. Et on les contacte directement là, ça c'est ok. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Je pense, il y en a, peut-être qu'il y en a pour certains, ça bug un petit peu. Je pense que c'est la connexion. Dans tous les cas, vous pourrez revoir la vidéo avec le lien que vous aurez dans la présentation. Il y a un petit décalage, Jean-François, mais ça, je pense que c'est la bande passante aussi qui est un peu chargée. D'accord. Donc, bon, là, j'ai arrêté mon partage. Cette vidéo-là, 1 minute. Je vais repartager, mais revenir sur la présentation. Voilà. Donc, cette vidéo-là, elle dure 1 minute, donc, pour répondre à la question du format. 48 heures, 800 vues. Le bénéfice qu'en a retiré Hicham, mon boucher à Orléans, donc c'est le boucher qui est juste à côté de chez moi, c'est qu'en fait, des personnes ont vu cette vidéo, alors, savent que chez lui, il dit que tout est frais, il sort du labo, et il a depuis 1 an qu'il est ouvert, il a du monde qui vient, ses produits sont bien, il fait aussi pas mal de fruits et de légumes. Et quand on a eu, un jour, j'étais chez lui en train d'aller chercher ma viande pour le midi, puis j'avais mon téléphone sur moi, et puis il me dit, tiens, je vais préparer des merguez. J'ai dit, on va tourner une petite vidéo. Donc, ça a été préparé sans aucune préparation. Je suis allé dans l'atelier,
J'ai filmé avec mon téléphone. Je suis rentré à l'appartement, j'ai fait le montage. 1 heure après, je lui ai donné le montage. Il l'a publié le soir. 48 heures après, il y a plus de 800 vues. Et il a pas mal de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui sont venus le voir, donc des clients actuels qui ont dit « Ah bah tiens, ta vidéo nous a donné envie de venir ». Ils sont venus lui acheter des merguez et derrière, ils ont fait leurs courses. Et puis des personnes qui le suivaient, mais qui n'avaient pas forcément envie de venir chez lui, ont vu la vidéo et lui ont dit bah, « Tiens, on sait maintenant on savait que vos produits étaient bons, on a vu comment vous travaillez et du coup, on en a parlé et on vient avec des personnes pour faire nos cours chez vous. » Donc, vous voyez, pour moi, le pouvoir de la vidéo est vraiment, aujourd'hui quelque chose de très, très bien. Du coup, j'ai une question pour toi, Jean-François. Vidéo ou live? Alors, là, je ne parle que de vidéo. Le live aujourd'hui, le live est le format vidéo qui a le plus fort taux d'engagement. En live. Dès lors qu'on a une communauté qui est bien établie et qui sait qu'on va nous retrouver tous les jours ou toutes les semaines à tel jour, à telle heure. Pourquoi? Parce que le live, il a l'avantage, comme la présentation qu'on est en train de vous faire cet après-midi, le live, il montre l'imparfait. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce qu'il montre des hésitations, etc. Et ce qui fait que la personne va plus aller vers un prestataire plutôt que vers un autre pour un produit équivalent, c'est le fait que la relation humaine se mette en place. Et la relation humaine, on peut la mettre sur la vidéo, ou là, la vidéo promotionnelle du boucher, on voit comment il travaille, etc. Donc, on voit que c'est lui. Mais on a préparé d'autres vidéos et on va passer sur des formats live aussi, où là, il va parler en direct et les gens vont l'entendre et vont vraiment avoir l'impression qu'il leur parle directement et je pense que ça va beaucoup mieux marcher. Le live est un format vidéo qu'on utilise beaucoup, nous, en marketing relationnel. Et pour le live, il faut toujours donner des dates, par exemple, donner rendez-vous aux utilisateurs ou on le fait surprise? Alors, ça peut être un live surprise, mais un live surprise, vous pouvez commencer par faire des lives surprises parce que un live, il est vu et puis après, il y a pas mal de gens qui vont le revoir après. Donc, mais testez, moi je vous conseille de tester le format live sans prévenir quand vous êtes prête à faire un live. Tester le format live avec quelques idées, voilà, ce que vous voulez dire. Et puis, voyez un petit peu comment ça réagit. Et puis, le premier live, il ne sera pas bon. Le deuxième, il sera un peu meilleur. Vous allez vous améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et une fois que vous aurez pas mal de réactions, vous pouvez fidéliser votre audience en disant, allez, toutes les semaines, allez, tous les mardis à 13h30, par exemple, je suis en live pour vous parler d'un de mes produits, d'une de mes idées ou pour répondre à vos questions. Et là, les gens vont prendre l'habitude de venir. Un peu comme les conférences BGE qu'on fait tous les lundis à 13h30, on sait qu'il y a une thématique qui est abordée. Donc, ouais, j'ai juste quelque chose aussi, hein, c'est pour rappeler, faire le pont avec notre accompagnement BGE en règle générale pour et par rapport à la semaine dernière, parce que j'ai une question de Valérie qui doit nous quitter, qui m'a posé en privé, qui fait de la sonothérapie, et qui me dit je voudrais réaliser un live avec mes bols et instruments en format court. Est-ce que c'est mieux sur TikTok ou sur Insta? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est le mieux, c'est là où est votre communauté. On en revient toujours à la même chose. C'est où est votre communauté, quelles sont ses pratiques, ce qu'on vous dit aussi régulièrement, c'est tester. Parce que il va y avoir forcément, alors c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage, mais il va forcément y avoir des moments où il va falloir aller chercher votre clientèle, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a envie que vous lui racontiez, que vous lui transmettiez. Donc ça, je pense que c'est super important. Et moi, je vous fais le parallèle. Là, on fait des visios par Zoom. J'ai découvert il y a pas longtemps qu'on pouvait synchroniser Zoom avec Facebook, etc., pour faire en même temps des lives. Je vais les regarder pour voir si les prochaines visios, je peux pas les travailler en ayant en plus le live sur les réseaux. Je sais pas si ça fonctionnera. En tout cas, vous avez aussi des outils qui vous permettent, et c'est ce qu'on essaye de vous présenter. Alors après, sur pour moi, et là, je laisserai Jean-François Mélanie vraiment sur le contenu, mais quelle que soit l'activité, vous avez toujours des choses à dire. Par contre, effectivement, si je vous le demande de manière brute, là, tout de suite, maintenant, vous n'avez peut-être pas trouvé. D'où l'intérêt de pouvoir y réfléchir, et notamment avec des pros comme Mélanie et Jean-François. Anthony, on en reparlera, mais le Zoom en diffusion directe sur Facebook et sur d'autres réseaux, on le fait toutes les semaines, hein, dans le cadre de mes activités. Moi, je découvre ça, je suis super content, tu vois.
Eh ben, je t'expliquerai. Il y a ça, et puis il y a aussi d'autres solutions qui sont un peu comme Zoom, mais StreamYard, qui permettent de diffuser sur différents canaux. D'ailleurs, StreamYard, ça me permet de rebondir sur la deuxième vidéo dont je voulais vous parler, qui est le format interview. Donc là, bon, je ne vais pas vous passer la vidéo parce qu'il y a d'une part, elle dure 2 minutes 30 et puis on a des problèmes de bande passante. Donc ça, cette vidéo, c'est une vidéo qu'on a tournée avec mon ami Marcel. Marcel, tu es toujours là? Oui. D'accord. Donc, ok, je te voyais plus à mon écran. Donc Marcel est jeune créateur d'entreprise, suivi par la BGE de 35. Ça fait plusieurs mois qu'on se suit parce qu'on se connaît d'un autre milieu et puis on agit ensemble en milieu associatif. Et Marcel monte une entreprise de service à la personne sur la région de Liffré, pas loin de Rennes. Et on a testé le format vidéo interview pour se présenter. Donc le mieux, plutôt que ce soit moi qui fasse le pitch et qui dise le bienfait de la vidéo. Marcel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as apporté ce genre de format? Est-ce que tu en retires toi en tant que porteur de projet, créateur d'entreprise? Alors, pour remettre dans le contexte, je suis créateur d'une société de service à la personne et je travaillais au sein d'un EHPAD où, dans le cadre de la période pandémique, j'étais l'interface entre toutes les familles et les résidents. Donc, un EHPAD à 117 résidents, 412 visiteurs. Ils savaient que je terminais ma mission, j'ai créé une société. Quand j'ai diffusé cette vidéo sur le site internet, beaucoup m'ont félicité. J'ai rien fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tout de suite plu parce qu'on y retrouve, on y capte, on en a parlé beaucoup en matière d'émotion, on y capte la personnalité, je pense que c'est vraiment très, très parlant. Ils m'ont retrouvé, ils m'ont reconnu et je sais que ça plaît beaucoup. Et j'ai demandé à Jean-François, je vais faire plein de petites vidéos où je vais pouvoir mettre en exergue l'aide au lever, l'aide au coucher, l'aide au repas, les différentes techniques que l'on met en œuvre dans l'accompagnement. Mais je pense que ce format de petite vidéo, pas plus de 20-30 secondes, mais je trouve que c'est très percutant. Et quand je dis je parle au nom de tous ceux que j'ai revus, donc des résidents, des enfants de résidents, et donc qui vont de 20 à 77 ans. Vraiment très bien. Merci Marcel. Et sur la vidéo, il est très important. Enfin, effectivement, c'est un format qui est très percutant, mais c'est un format qui demande aussi une préparation et qui demande aussi un gros travail. Enfin, un gros travail, pas un gros travail, mais les lives, on ne les prépare pas. Si on veut une vidéo de présentation de produit, il est très important de penser à toute la partie rédactionnelle, copywriting, et Mélanie peut rebondir dessus, nous dire l'importance de ça aussi sur la vidéo. Ah oui, les vidéos, on parle de référencement aussi pour les vidéos, hein, notamment sur le titre, la description. Après, on a les hashtags aussi qui vont sur les vidéos, de la même manière que les contenus qui sont importants. Après, on parle de l'hébergement, mais bon, après, je présume que quand c'est du vidéo, c'est sur son propre site, donc il n'y a pas de question à se poser. Et ce qui fonctionne assez bien en référencement, c'est le fait d'accompagner la vidéo d'une transcription. Oui. Effectivement, oui, tu as raison, parce que la transcription, beaucoup de personnes regardent les vidéos soit dans les transports en commun, soit sur le téléphone. Sans le son. Sans le son, et puis ou des fois, quand certains s'ennuient dans des réunions, mettent une vidéo et quand il y a une transcription, on arrive à suivre en même temps la vidéo. Mais bon, la transcription est très importante, oui. Et du coup, Mélanie, Ophélie, justement, sur les réseaux sociaux, on peut mettre un titre et un sous-titre. Est-ce aussi important que sur les blogs? Sur les vidéos? Je n'ai pas vu. Oui. Ouais. C'est comme ça, en fait, que ça va référencer aussi votre vidéo. Après, en fait, l'objectif un petit peu du référencement, c'est que quand il y a aujourd'hui, n'importe qui, quand quelqu'un se pose une question ou recherche quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur le moteur de recherche. Donc, en fait, le but d'optimiser vos contenus et vos supports, c'est que quand la personne va taper son mot-clé
dans le moteur de recherche, c'est vous qui arriviez en premier, en fait. Donc, ça peut être sur votre vidéo comme sur un contenu texte. Voilà, en fait, faut rien négliger. Tout support doit être vraiment optimisé pour que vous puissiez être le plus visible possible sur les moteurs de recherche. Alors Marion, merci. Oui, inclure le logo dans la vidéo aussi, oui, bien sûr. Vous voyez sur cette vidéo-là, au départ, là, bon, j'ai mis mon logo. Sur la vidéo précédente, en haut à droite, on a le logo de l'entreprise. Sur les vidéos qu'on va tourner avec Marcel, on va mettre, maintenant qu'on a le logo définitif de la société, d'ailleurs Marcel, celle-là on va la changer, je vais mettre ton logo, on va mettre le logo de la société. Très important toujours, puisque c'est le logo en tant que référencement n'aide pas forcément, sauf si on met un mot-clé dessus. Par contre, dans le référencement du cerveau, le fait de toujours voir le même logo, on va identifier la tête ou le logo à tel service et on va lui donner telle information. Et ça peut vous donner aussi, je pense, comment dire, de la perspective dans le sens où aujourd'hui, les nouveaux réseaux sociaux, ils sont que vidéo quasiment. Très visuels, ça c'est sûr, et ils sont quasi, quand on voit TikTok, Trailer, Snapchat, etc., c'est souvent, c'est que des vidéos. Donc, on peut se dire que dans quelques années, peut-être que nos vieux réseaux sociaux, je ne sais pas s'ils seront morts, mais en tout cas, les pratiques, elles seront quasi exclusivement sur de la vidéo. Ah ben, sinon pas évolué aujourd'hui, j'aurais tendance à dire le train de la vidéo démarre. Non, il est déjà en marche, mais n'attendez pas que le train soit passé. Commencez aujourd'hui à faire de la vidéo, même si c'est pas parfait. Moi, j'ai mis 3 ans avant de me lancer sur la vidéo. Je fais de la vidéo pour d'autres personnes. Là, j'ai commencé à faire de la vidéo pour moi et il faut absolument passer sur ce format-là parce que, d'une part, il capte plus l'attention et d'autre part, les gens passent de moins en moins de temps à lire. On en parlait la semaine dernière et sont de plus en plus dans le visuel et on va mieux capter l'attention. Voilà. Voilà. Je continue, Anthony. Ben là, on a terminé. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Parce que là, je vois qu'on a... Je rebondis juste rapidement sur la remarque de Marion qui dit « Je suis pas très doué en discours face caméra. Faire des prises d'image avec une voix haute, ça fonctionne aussi. » Je lui ai juste répondu, je vous laisse répondre tout de suite. Je lui ai juste répondu, là, la posture aussi dans l'accompagnement, c'est que vous êtes chef de projet, vous êtes futur chef d'entreprise ou chef d'entreprise. La vidéo, comme la présentation des concours, le fait de s'entraîner, c'est bien pour la prise de parole à l'oral et parce qu'on est dans une démarche aussi d'aller chercher de la clientèle. Donc, travailler sur cette timidité ou sur ce côté pas doué. Je suis sûr, tu es très doué, Marion. Tu n'oses pas encore, mais je pense que ça se travaille aussi. Ouais. Alors, juste un petit truc tout simple, Marion. Si vous n'êtes pas à l'aise face caméra, vous avez peur de parler à une caméra, petite chose toute simple, au lieu vous mettez l'écran face à vous et vous mettez sous l'écran la photo d'une personne que vous aimez et vous parlez à cette personne-là. Et ne pensez pas que vous parlez à un public que vous ne connaissez pas, mais parlez à la personne dont vous mettez la photo dessous et vous allez voir que tout naturellement, vous allez trouver vos mots, vous allez avoir le sourire parce que vous allez parler à une image plutôt que de parler dans le vide à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et là, ça peut déjà, c'est un des premiers conseils qui peuvent vous aider à... L'idée, c'était aussi dans la création de contenu. Donc, moi, je fais de la cuisine. Je trouve que finalement, l'image en portrait ou même ou en buste, c'est pas très, très visuel. Et j'ai essayé, c'est pour ça que je posais des questions sur les logiciels de montage vidéo, parce que moi, j'ai essayé sur... je crois que c'est eMovie et je me suis complètement perdue pour essayer de créer finalement du contenu avec des images, des successions d'images de choses que je fais pour pouvoir en voix off ensuite parler de ce qui se passe. Et parce que oui, je ne suis pas très à l'aise et pour le moment, comme ce que je produis ne me convient pas, je n'ai pas envie de le publier. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en répond... parce que
d'une part, votre domaine m'intéresse. Vous êtes dans la cuisine, donc là, vous avez tapé directement. Voilà, je vais lancer une chaîne culinaire asiatique à partir après l'été. Donc, enfin, je vais lancer. C'est ma compagne qui est asiatique. C'est une des activités qu'elle veut lancer après l'été. Donc, on va se recontacter un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Je répondrai à vos questions. Et comme vous avez déjà commencé, vous êtes en avance sur moi sur ce point de vue-là. Donc, je vous poserai aussi des questions. Donc, on fera un échange de bons procédés. Je vois que là, on a complètement pétardé. Et là, je suis désolé parce qu'une fois qu'on est parti sur quelque chose, je peux être un grand bavard, surtout si Anthony, tu ne me dis pas Jean-François, tais-toi. Je peux continuer pendant des heures sur la passion. Donc, il reste déconnecté, moi, ça me va. Hein. Oui. De toute façon, on renverra à tout le monde dans le lien. Est-ce que tu veux qu'on fasse une photo maintenant? Ouais, je veux bien faire la photo. Alors, j'arrête mon partage écran. Exactement. Pendant que Jean-François arrête, je vous laisse, vous pouvez réagir, faire un petit pouce, un petit like pour la com sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est dans la boîte. En tout cas, okay. Avant que Mélanie et Jean-François ils fassent la conclusion qui clôture, l'idée, hein, je sais, j'ai vu les petits commentaires à la fin. Oui, ça prend un petit peu de temps. C'est aussi pour ça que quand on vous accompagne en tant que porteuse de projet ou porteur de projet, on insiste aujourd'hui sur la partie communication. C'est une casquette qui est à part entière. C'est peut-être 50% du job, voire pour des activités 70 ou 80% du job. Donc oui, c'est long et c'est un peu peut-être chronophage, mais je pense que c'est super important aussi que vous puissiez anticiper et vous caler ce temps avec notamment des outils et voir aussi dans vos business plans et dans vos modèles peut-être à externaliser ces parties quand il y a besoin, parce qu'effectivement il y a aussi des professionnels, donc évaluer le temps et les moyens que vous pouvez y mettre, sinon prévoir un budget pour l'externaliser. Je vous passe dans le chat, discussion, hop, un petit résumé de qui je suis et voilà, et le lien vers le calendrier. Ah oui, mes messages directs, il faut que je l'envoie à tout le monde. Hop, voilà. Ce que je vous propose, c'est que, pour ma part, si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien là, gfrcoaching.fr, ça vous met sur mon site. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'1 heure, sans engagement, hein, on discute de tout et on discute de tout, de rien. Je réponds à vos questions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la planification des publications et puis sur la partie vidéo, moi je propose en général 1 heure comme ça je l'appelle coaching, questions-réponses. On voit préparer, vous m'envoyez des questions éventuellement par mail et puis on passe 1 heure répondre uniquement à votre problématique. Donc, vous pouvez garder ces liens. Si vous avez le chat, vous avez les trois petits boutons en bas du chat et vous pouvez enregistrer la conversation, ce qui vous permet de garder toutes les questions. Voilà. De toute façon, Anthony vous renverra un lien complet. Sur la diapositive, vous avez les coordonnées de Mélanie aussi. Mélanie, je te laisse. Oui, donc pareil, n'hésitez surtout pas. Moi aussi, il n'y a pas de souci pour répondre aux questions. Et puis, on peut aussi faire un petit coaching en visio, il n'y a pas de souci. Je suis disponible pour ça. Donc, n'hésitez pas. J'ai un profil LinkedIn aussi. Je suis très active dessus. Donc, vous pouvez passer par ce biais-là. Voilà, et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Ça me permet de dire aussi, on est là pour aider les porteurs et les porteuses comme Mélanie. Donc, n'hésitez pas aussi à nous proposer, si vous voulez, qu'on organise des formats comme nous l'ont proposé Mélanie et Jean-François. Et justement, je ne sais pas si Laura est encore là, mais vu qu'elle nous fait une visio le 25, peut-être qu'elle peut nous parler 2 minutes de son activité, ce qu'elle va nous proposer le 25 mai, pardon. Ça se trouve, elle est déjà partie.
Donc ouais, vous avez, bon c'est pas grave, vous avez le jeudi prochain un focus sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn plutôt, qui est proposé par la pépinière d'entreprise. Donc là aussi, hein, en termes d'infos, n'hésitez pas à aller chercher selon vos territoires les structures qui peuvent vous proposer des visios gratuitement. Et puis Laura, du coup, le 25 nous propose une visio plutôt, c'est une préparatrice mentale. Donc là, plutôt sur la posture. Alors, ça peut être commercial pour aller chercher des clients avec quelques-unes d'entre vous. Ça va être aussi pour la préparation des concours comme le concours France Active sur l'entrepreneuriat féminin, pardon. Donc, en tout cas, qui va nous faire un focus sur un petit peu la gestion des émotions et comment faciliter la posture de chef d'entreprise pour aller se vendre aussi, c'est important. De toute façon, toutes les questions peuvent être envoyées à Anthony, qui peut derrière, on peut refaire une séance. Voilà. N'hésitez pas. On est à votre disposition pour aller plus loin. Là, on a mis un deuxième. La semaine dernière, on a mis un premier pas dans la communication. Là, on a mis un deuxième pied. S'il faut qu'on avance un peu plus à ce moment-là, puisque là, on a souhaité plus agir par question-réponse. Si vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions à Anthony. Anthony verra du technique, ouais. Et quand on fait le questionnaire de satisfaction, il est aussi là pour faire ressortir des événements. Pour le 25, je vous envoie l'inscription avec le mail. Je mettrai Mélanie et Jean-François en copie pour que vous ayez directement leur contact et faire remonter. Puis encore une fois, j'insiste, hein, le questionnaire de satisfaction, c'est aussi pour essayer de récolter vos besoins et faire le lien avec les différents intervenants pour vous répondre au mieux et vous préparer au mieux à votre future vie de chef d'entreprise. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous. Effectivement, avec ce petit retard, on peut clôturer. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, à la semaine prochaine pour celles et ceux qui vont s'inscrire avec Laura. Merci beaucoup pour tout. De rien, bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir participé. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci.